Bonjour à tous. Donc, le but de cette capsule est de résumer le deuxième cours de mathématiques actuarielle vie que nous avons eu dernièrement. On s'est en fait concentré sur le début de la méthode prospective des réserves. Donc, on a commencé le cours en rappelant un peu ce qu'on avait vu au dernier cours. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, finalement, la réserve à toute fin pratique dans les compagnies d'assurance, c'est ce qui doit être enregistré au passif, dans les liabilities, dans les compagnies d'assurance vie. Donc, de façon à toute fin pratique, on prend la réserve de chacun des contrats d'assurance vie et de rente qu'un assureur vie a. Et puis, on calcule la réserve à la fin de l'année, ça pourrait être au 31 décembre d'une certaine année, et on additionne ce montant-là et on rapporte ça au passif dans les états financiers. Et ce qu'on mentionnait ici, en fait, c'est que ça représente ce chiffre-là, généralement 75% et même des fois 80% du passif total d'un assureur, donc très très important. Et ensuite, on mentionnait qu'il y avait essentiellement deux méthodes pour le calcul des réserves, donc soit la méthode prospective et la méthode rétrospective. Et on faisait tout le lien avec les mathématiques financières, donc où il y avait le calcul du solde d'une dette. Donc autant qu'en mathématiques financières, le calcul du solde d'une dette pouvait être vu comme le montant qu'un emprunteur pouvait payer pour se débarrasser de toutes ses obligations face à son prêteur. La réserve, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est le montant que l'assureur devrait payer à l'assuré s'il voudrait se débarrasser de toutes ses obligations contractuelles qu'il y a envers lui là, au niveau des contrats, soit d'assurance vie ou de rente, qui décide de lui émettre. Donc, on s'est concentré en fait à toute fin pratique sur la méthode prospective. Donc, on avait introduit au cours précédent aussi le concept de perte prospective de l'assureur au temps U, donc le fameux UL, qui pouvait être vu comme la valeur présente en fait des prestations à payer, une valeur présente prix à U, très très important, moins la valeur présente à U des primes à recevoir. Et ce qu'on disait aussi, c'est que c'était une généralisation, cette perte prospective-là de l'assureur, c'est une généralisation de la perte à l'émission qu'on avait introduit, ici je dis au chapitre 6, mais en fait à la fin du cours de mathématiques actuarielles vie 1, lorsqu'on s'intéressait au calcul de primes nivelées. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans la méthode prospective, cette perte à l'émission-là, en fait, va nous permettre de calculer la réserve et bien de définir la réserve UV comme l'espérance de cette perte prospective-là, sachant ici, j'ai marqué que T est plus grand ou égal à U, mais à toute fin pratique, ce qu'il faut se rappeler, c'est que sachant que le contrat est en vigueur. Okay? Donc, on veut une condition sur les variables aléatoires qui nous dit que le contrat est en vigueur. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que généralement, si le contrat n'est plus en vigueur, habituellement, l'assureur ne doit plus rien à l'assuré, et la même chose, l'assuré ne doit plus rien à l'assureur. Donc, il n'y a pas de réserve, la réserve est nulle, donc, et il n'y a pas d'intérêt au point de vue actuariel à calculer ce genre de choses-là. Rapidement, on s'était lancé dans un exemple pratique, donc un exemple bien simple où il n'y a pas de piège. Et on avait vu finalement un contrat d'assurance vie temporaire continu, donc qui prévoit le paiement. En fait, non, excusez-moi, un contrat d'assurance temporaire discret prévoyant le paiement de M$ à la fin de l'année du décès de l'assuré. Puis on assumait aussi une prime PI payable sur la durée du contrat, donc pendant les N années. Et donc, ce qui est intéressant dans ce genre de contrat-là, en fait, il faut commencer généralement par calculer la prime, cette prime PI-là, en se basant généralement sur le principe d'équivalence. Et donc, c'est nécessaire de calculer le Z, ou de définir, le Z, de la même façon qu'on l'avait fait en mathématiques actuarielles V1. Dans ce cas-ci, c'est comme M fois V K plus 1 dans le cas où K égale 0 jusqu'à N moins 1, et puis 0 sinon, parce qu'on parle d'un contrat d'assurance temporaire. OK. De façon analogue, aussi, il faut calculer le Y, finalement, associé au processus de paiement de primes. Donc, Y, finalement, c'est la valeur présente des primes que l'assureur va recevoir. Valeur présente, bien sûr, toujours calculée à l'émission du contrat. Et, bien sûr, ensuite, pour calculer la prime, Pi doit être solution de l'équation espérance de la perte à l'émission égale à 0 sous le principe d'équivalence. Et fait intéressant, c'est qu'on a mentionné que ce principe-là, espérance de L égale à 0, pouvait aussi s'écrire de la même façon, espérance de 0L, sachant que T de X plus grand ou égal à 0.
En fait, ce que je voulais highlighter par là, c'est que en fait, la perte à l'émission, lorsque généralisée en perte prospective à zéro, et lorsqu'on prend son espérance, en fait, nous ramène à cette équation-là, 0V égale à 0, qui permet une écriture différente du principe d'équivalence, mais cette fois-ci, au lieu de dire que l'espérance des coûts pour l'assureur est égale à l'espérance des primes payées par l'assuré, on va plutôt dire que la réserve initiale est nulle. Donc, c'est une façon, moi, je trouve intéressante d'exprimer le principe d'équivalence. Mais bien sûr, si on y va de la façon classique, l'espérance de L égale à 0, bien sûr, va nous amener à l'espérance de Z moins Y égale à 0, et ce qui va nous amener, bien sûr, à calculer la prime pi sous le principe d'équivalence, sous cette même formule qu'on est habitué dû au cours de mathématiques actuarielles via. Au niveau du calcul de la réserve, ce qu'on a vu, c'est que c'est important de se calculer les variables aléatoires Z et Y analogues, mais maintenant, au lieu de parler de Z et Y simplement parlant, on va parler de UZ et de UY, qui vont être respectivement des valeurs présentes à t égale à U, et non pas à 0, hein, des prestations à payer dans le cas de Z et des primes à recevoir dans le cas des Y. Donc, on a vu, en fait, dans le cours, on s'est fait un petit diagramme ligne qui nous permettait de calculer ces choses-là de façon plus adéquate. Okay. Petite précision ici, c'est qu'en fait, on ne s'intéresse pas en fait, au U plus grand ou égal à N dans ce cas-ci, surtout dans le cas de ce contrat-là, parce que le contrat est terminé, le contrat n'est plus en vigueur. Donc à ce moment-là, c'est la même raison qu'habituellement. Hein, l'assureur, si le contrat est terminé, ne doit plus d'argent à l'assuré, n'a plus d'obligation envers lui. Et c'est la même chose pour l'assuré. L'assuré n'a plus d'obligation envers l'assureur. Donc nécessairement, la réserve serait nulle et ça n'a pas nécessairement d'intérêt au point de vue actuariel, surtout dans le cadre de ce cours-là. Donc, on va supposer que U finalement est égal à 0, 1, 2, 3 jusqu'à N-1, donc une durée sur laquelle le contrat sera en vigueur, donc c'est-à-dire ça ici. Et puis, on va se lancer dans le calcul de la réserve de cette façon-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a fait tout un développement mathématique là, pour atteindre cette réserve-là. Mais à toute fin pratique, c'est un calcul d'espérance standard sous la condition que K de X est plus grand ou égal à U, donc que le contrat est en vigueur. Et ce qu'il a fallu faire dans un premier temps, énoncer la définition de l'espérance en tant que telle. On a cassé la probabilité ici en utilisant la définition de la probabilité conditionnelle. Et on a fait tomber à l'étape suivante cette condition-là hein, en faisant partir notre somme à K égale à U. Et bien sûr, pour faire apparaître une valeur plus analytique pour ce UZ-là, il a fallu casser notre somme en deux morceaux, soit lorsque K est égal à U jusqu'à N-1, ou lorsque K est égal à N jusqu'à l'infini. Donc à ce moment-là, Z, on a défini comme étant égal à 0. Ici, le UZ est égal à M fois V, K plus 1 moins U. On a fait cette petite passe-là qui nous permettait de mieux définir ce qu'était le ratio K bar QX sur UPX. Donc, on concluait en disant qu'il était égal à K moins UPX plus U fois QX plus K. Et on a repris ça, on a remis ça dans l'équation de la somme, finalement, nous permettant de calculer l'espérance de UZ. Et ensuite, on a fait un glissement d'indice. Donc ici, si vous remarquez, la somme part à 0. Et donc, on a descendu le K de U unité vers le bas ici. Donc, ce qui fait en sorte que chaque K devient égal à K plus U dans la somme ici. Et enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement réarrangé pour se rendre compte, en sortant le M aussi, qu'on pouvait réécrire l'espérance de UZ en termes actuariels comme M fois AX plus U1 2 points angle N-U, ce qui correspond à finalement la réémission d'un contrat d'assurance temporaire à un individu âgé de X plus U années, mais temporaire pour une durée de N-U. Très, très, très intéressant de ce côté-là. Et bien sûr, on a fait exactement le même calcul analogue du côté de UY. Donc, je vous invite à parcourir le raisonnement mathématique, mais vous devriez trouver exactement le même genre de raisonnement dans ce cas-là.
OK. En mettant tout ensemble, ben, on s'est rendu compte de l'équation suivante, finalement, qui était l'équation pour la réserve. Et ici, ce qui est important de noter, c'est qu'on a assumé à cette étape-là que pi était égal à la prime d'équivalence. OK? Ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Donc, c'est pour ça que j'aime bien garder l'équation en général. En général, si l'assureur avait décidé de charger une prime pi qui était quelconque, finalement, basée sur le jugement ou n'importe quoi, sans nécessairement être sur le principe d'équivalence, ben, ça aurait été cette équation-là qu'il aurait fallu utiliser. Mais si on sait que la prime elle a été établie sur le principe d'équivalence, ben, celle-ci est une autre façon un petit peu plus élégante d'écrire les choses. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que si U égale à 0, dans ce cas-ci, ben, en fait, la réserve va tomber et est égale à 0. Par le fait que ce AX 2 points anglais N là va se canceller avec celui-ci au dénominateur, laissant place à la cancellation de ces deux termes-là ici pour donner 0. C'est très très intéressant de réaliser cette chose-là. OK. On a aussi fait un autre exemple concret dans lequel on avait un contrat d'assurance continue cette fois-ci au lieu d'avoir un contrat d'assurance discret. Et la différence, ben, en fait, c'est qu'on assumait que le contrat était d'assurance vie entière et non pas temporaire. Donc, il y avait une contrainte de moins de ce côté-là. Par contre, on a maintenu une condition qui disait que la prime était payable pendant H années. Et bon, je vais publier sur le site web du cours le détail complet de cet exemple-là. Mais ce qui était important de savoir, OK, c'est que de façon bien naïve, on aurait pu dire, par exemple, si on aurait décidé de calculer UV, on aurait pu simplement dire, bon ben parfait, c'est comme si je réémettais un contrat d'assurance vie à un individu âgé de âge X plus U, puis moins la prime, qui pourrait être bien sûr la prime d'équivalence, fois ben, A tréma X plus U, 2 points angle N moins U, ou H moins U, excusez-moi dans ce cas-là. Et ça aurait été en fait intéressant de penser à ça, de par le fait qu'on sent en voyant la théorie un certain pattern qui apparaît. Bien sûr, si on se met à penser à cette partie-là qui correspond à la valeur présente actuarielle des prestations à payer dans le futur, ben oui, ça correspond. Et cette partie-là peut faire du sens aussi, la valeur présente actuarielle des primes à recevoir dans le futur. Donc, bien sûr, à partir de U, l'individu est âgé de l'âge X plus U. Puis, mais c'est ce bout-là aussi qu'il faut faire attention. En fait, il faut toujours réfléchir dans ce cas-ci. Et c'est important de juste noter que cette équation-là, elle est bonne pour les U qui sont plus petits que H. OK? Et par contre, dans le cas où on va avoir un U qui va être plus grand ou égal à H, le problème, c'est que la période de paiement de prime, elle est terminée. OK? Donc, on va encore avoir comme valeur présente actuarielle avoir X plus U, parce que oui, à la durée, U en tant que tel, notre individu va être âgé d'âge X plus U. Et c'est vrai que la valeur présente actuarielle des prestations que l'assureur reste à payer finalement au temps U à l'assuré, ben oui, ça va être donné par ce facteur-là. Par contre, au niveau des primes, ben c'est un zéro parce qu'il ne reste plus de primes à recevoir dû au fait que la période de paiement de primes, elle est terminée. Donc, il ne reste plus de primes à recevoir dans le futur à l'assureur de l'assuré. Et donc, bien sûr, la valeur présente actuarielle à U de 0 va donner 0 à ce moment-là. Donc, la morale de l'histoire ici, bien sûr, je vous invite à regarder le document sur le site web du cours parce qu'il va refaire un peu tout le processus. Au lieu d'utiliser des sommes, il va utiliser les intégrales. Mais c'est pas ça la grande difficulté. La grande difficulté, c'est de comprendre qu'il faut jamais arrêter de réfléchir et puis toujours penser à où est-ce qu'on est rendu dans le fond là-dedans. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un courriel. Merci, au revoir.